Lors d'un gala très sélect, un époux cruel arrache une bague de famille à sa femme pour l'offrir à sa maîtresse. Cet arrogant imbécile ignore qu'il vient de s'attirer les foudres de la véritable propriétaire de ces bijoux estimés à plusieurs milliards d'euros. Un retournement de situation épique. Glisse la bague à son doigt, Richard, et je retirerai de cette pièce absolument tous les bijoux que tu prétends posséder. En cette soirée cruciale pour le groupe Souvestre, Éléonore regardait la maîtresse de son mari lui arracher des mains la bague qui avait appartenu à sa mère, sous les yeux des PDG, des journalistes et des héritiers de l'élite parisienne. Richard avait choisi d'humilier sa propre épouse et de transformer sa trahison en un spectacle public. Ce que personne dans cette salle ne savait, c'est que le mariage ne donnait aucun droit aux Souvestre sur les bijoux exposés. Lorsqu'Éléonore se releva du sol, celle que tout le monde croyait fragile décida d'arrêter de protéger l'homme qui la détruisait. La salle de bal principale de l'hôtel de Crillon étincelait sous des lustres en cristal, projetant des centaines de reflets dorés. Des coupes de champagne circulaient parmi les robes de haute couture, les costumes sur mesure et les conversations feutrées sur les investissements, les élections des conseils d'administration et les noms de famille qui valaient plus que bien des entreprises. Au centre de la pièce, protégée par des vitrines par balles, la collection, l'héritage du colibri, attirait tous les regards. On y trouvait des colliers d'émeraude colombienne, des boucles d'oreilles en diamant vintage, des bracelets en or sculptés en forme de branches de cornouiller, et un collier ras de cou en diamant bleu sans défaut, destiné à être le lot phare de la soirée. Le groupe Souvestre présentait l'exposition comme un symbole de sa tradition sur le marché du luxe. Bien qu'aucune plaque n'indiquât directement que l'entreprise possédait les pièces, Richard Souvestre préférait utiliser des tournures de phrases soigneusement vagues. Il parlait d'actifs associés à la famille, de mémoires partagées et de bijoux préservés de génération en génération. Pour les invités, cela suffisait. Pour Éléonore, chaque mot résonnait comme une main tendue vers ce qui ne lui avait jamais appartenu. Elle restait aux côtés de son mari, vêtue d'une robe bleu nuit, sans chercher à rivaliser d'attention avec les célébrités embauchées pour l'événement. Ses cheveux relevés dévoilaient de petites boucles d'oreilles en perles ayant appartenu à sa grand-mère. Et à sa main gauche, elle ne portait qu'une seule bague. Ce n'était pas l'alliance simple qu'elle portait au quotidien, mais une pièce en or blanc ornée d'une émeraude ovale entourée de 12 diamants. Richard lui avait demandé de la porter ce soir-là, affirmant que cela renforcerait l'image de continuité familiale devant les mécènes. Éléonore avait accepté sans lui expliquer que la bague ne célébrait pas les Souvestre. C'était la dernière pièce dessinée par sa mère, Thérèse de Vigier. Quelques mois avant sa mort, gravé à l'intérieur, presque invisible, se trouvait un colibri perché sur les lettres T et E. Arthur Belrose, l'expert en chef responsable des pièces, s'approcha pour la saluer et inclina respectueusement la tête. « Tout est conforme à votre autorisation, mademoiselle de Vigier, dit-il à voix basse. Richard n'entendit que le nom de famille et fronça les sourcils. C'est madame Souvestre, corrigea-t-il, souriant à un couple qui passait. Arthur soutint son regard une seconde avant de répondre, ce soir, le nom de Vigier a du poids lui aussi. Richard ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Depuis des semaines, il évitait tout détail technique concernant la collection. Pour lui, les contrats, les polices d'assurance et les conditions de garde n'étaient que de mineures questions bureaucratiques, des tâches qu'il déléguait au service juridique d'une signature impatiente. Ce qui lui importait, c'était la photo du lendemain matin, son image devant le collier de diamants bleus et le titre annonçant que le groupe Souvestre avait collecté une fortune pour la Fondation Avenir Ouvert. L'entreprise avait désespérément besoin de cette victoire. Après 2 trimestres désastreux et le départ discret d'investisseurs clés, le conseil de famille exigeait des résultats qu'il ne savait plus comment fournir. Éléonore connaissait les chiffres, même si son mari insistait pour la traiter comme une personne incapable de comprendre un bilan financier. C'était elle qui avait suggéré l'événement caritatif et autorisé l'exposition des pièces. Espérant protéger les emplois et empêcher la crise financière de frapper les ateliers, elle était intervenue. Mais Richard avait transformé son aide en une conquête personnelle. Plus il dépendait d'elle, plus il ressentait le besoin de la rabaisser. Ce soir-là, entouré d'applaudissements et de caméras, il semblait enfin croire à sa propre version de l'histoire. Solène Lambert se figea lorsque le maître de cérémonie annonça l'ouverture du cocktail.
Elle portait une robe rouge à la coupe impeccable et un collier de diamants emprunté à un joaillier partenaire. En tant que directrice de la communication du groupe, elle était censée se mêler aux journalistes et aux sponsors, mais ses yeux cherchaient Richard toutes les quelques secondes. Éléonore remarqua le mouvement avant même de voir Solène toucher discrètement le poignet de la chemise de Richard. Le geste fut bref, presque innocent, mais empreint de trop d'intimité. Richard retira sa main lorsqu'il s'aperçut que sa femme l'observait, et Solène sourit comme quelqu'un qui venait de remporter une compétition silencieuse. « Éléonore, vous êtes d'une discrétion si effacée », commenta Solène en s'approchant. « J'imaginais que vous porteriez quelque chose de plus adapté à l'importance de cette soirée. » Éléonore répondit sans changer d'expression, « Les pièces importantes sont dans les vitrines. » Solène regarda la bague qu'elle portait au doigt et laissa échapper un rire étouffé. « Pas toutes. Cette émeraude est l'une des pièces les plus admirées de la collection. C'est curieux de la voir cachée sur quelqu'un qui semble terrifié à l'idée d'être remarqué. » Deux journalistes debout à proximité baissèrent le ton de leur conversation. Richard remarqua que l'attention se déplaçait vers eux, mais au lieu d'interrompre Solène, il but une gorgée de champagne. Éléonore ressentit une vieille douleur, plus épuisante que vive. Pendant des mois, il avait nié toute relation inappropriée avec la directrice de la communication. Il qualifiait les soupçons de sa femme de pure insécurité, affirmant qu'elle ne comprenait pas la pression de son poste, insinuant que l'isolement d'Éléonore avait altéré sa perception de la réalité. À cet instant, pourtant, il ne fit même plus semblant de la protéger. Solène tendit la main. « Je peux voir ?» Éléonore fit un pas en arrière. « Non. » Ce refus, simple et ferme, jeta une ombre sur le visage de l'autre femme. « Ce n'est qu'une bague, » insista Solène. « Pas pour moi. » Richard prit une profonde inspiration, agacé par la résistance de sa femme. « Éléonore, ne te donne pas un spectacle. Solène a besoin de connaître les pièces pour parler à la presse. » Éléonore se tourna vers lui. « Elle connaît le catalogue. Elle n'a pas besoin de m'arracher quoi que ce soit de la main. » Ce verbe parut trop offensant pour Solène, qui s'approcha avec un sourire figé. « T'arracher ? Tu adores vraiment jouer les victimes. » La musique d'ambiance continuait de jouer, mais l'espace autour d'eux commença à s'élargir. Les invités feignaient d'admirer les vitrines tout en penchant la tête vers la dispute. Solène regarda à nouveau la bague et, avant qu'Éléonore ne pût retirer sa main, lui saisit les doigts. Le geste fut rapide, déguisé en plaisanterie. « Arrête de faire ta dramatique, » dit-elle en tirant sur le bijou. L'anneau se coinça sur la phalange, comprimant la peau. Éléonore tenta de libérer sa main. « Arrête. » Solène tira plus fort. La bague glissa d'un coup, laissant une éraflure rouge sur le doigt d'Éléonore. Quelques personnes retinrent leur souffle. Un photographe leva son appareil par pur réflexe, et le flash traversa la salle. Solène tint le bijou entre ses doigts comme si elle venait de recevoir un trophée. « Regardez-moi ça », déclara-t-elle, examinant l'émeraude à la lumière. « Sur moi. Au moins, elle ne ressemble pas à une relique oubliée. » Éléonore tendit la main. « Rends-la-moi. » Solène ignora l'ordre et glissa la bague sur le bout de son propre doigt. Peut-être que certaines pièces ont besoin d'une femme capable de les porter dignement. Richard aurait pu tout arrêter à cet instant. Il lui suffisait de prendre la bague, de s'excuser et d'éloigner sa femme des caméras. Éléonore le fixa, espérant contre toute attente qu'il restait en lui un souvenir de l'homme qui l'avait accompagné à l'hôpital pendant les derniers jours de Thérèse. Richard connaissait l'origine affective de ce bijou. Il savait qu'Éléonore le gardait dans un coffre-fort et ne le portait que pour les occasions liées à sa mère. Pourtant, dans ce cercle d'invités, il vit autre chose, une occasion d'affirmer sa domination. L'entreprise traversait une crise. Le conseil d'administration remettait en question son autorité, et beaucoup de personnes présentes le considéraient comme un héritier incompétent. Céder face à sa femme aurait signifié admettre qu'elle détenait un pouvoir qu'il avait passé des années à nier. Solène remarqua son hésitation et lui offrit sa main. « Elle est un peu lâche, » dit-elle avec une douceur calculée. « Peut-être pourrais-tu la mettre correctement ?» Éléonore perdit ses couleurs.
Richard, ne fais pas ça. Il hésita. Pendant une fraction de seconde, la peur brilla dans ses yeux. Puis l'orgueil l'emporta. Peut-être que Solène a raison, répondit-il. Un bijou d'une telle importance doit être porté par quelqu'un qui sait le représenter. La salle de bal plongea dans un lourd silence. Richard prit la bague des doigts de Solène, lui saisit la main et poussa le bijou jusqu'à la base de son annulaire. Il y eut quelques applaudissements nerveux de la part de quelqu'un qui n'avait pas saisi la gravité de la scène, rapidement étouffé par les murmures. Solène leva la main pour que l'émeraude capte la lumière, visiblement satisfaite. « Parfait », déclara-t-elle. Richard ne lâcha pas ses doigts. Devant les caméras, ils ressemblaient à un couple annonçant leur fiançailles. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement la trahison qui lui coupait le souffle, mais la terrible désinvolture avec laquelle son mari transformait la mémoire de sa mère en un instrument d'humiliation. Elle fit un pas en arrière et tenta de se raccrocher au bord d'une vitrine. Sa main glissa. Ses genoux heurtèrent le marbre, et une coupe de champagne se brisa près d'elle, projetant des éclats de verre et du vin mousseux tout autour. Quelques femmes s'avancèrent, mais Richard resta parfaitement immobile aux côtés de Solène. « Éléonore, relève-toi », ordonna-t-il calmement, comme si sa chute n'était qu'un inconvénient de plus venant gâcher sa soirée parfaite. Arthur fendit la foule des invités et s'agenouilla près d'Éléonore. Sans la toucher sans sa permission, il lui parla tout près de l'oreille. « Pouvez-vous respirer, madame ?» Éléonore hocha la tête, bien que sa poitrine soit brûlante. Il lui offrit sa main, et elle la saisit. En se relevant, elle vit les visages qui l'entouraient, curiosité, pitié, mépris, satisfaction. Elle vit aussi un agent de sécurité se diriger vers Solène, visiblement prêt à récupérer la pièce, mais Richard leva la main pour l'arrêter. « La bague reste avec elle », annonça-t-il en tant que président du groupe. « Je l'autorise. » Arthur tourna lentement la tête. « Vous n'avez pas l'autorité pour autoriser cela, monsieur. » Richard laissait échapper un rire sans joie. Ces bijoux sont présentés lors d'un événement Souvestre, sponsorisé par les Souvestres et assuré par notre groupe. L'expert se redressa. Ils sont ici sous garde temporaire. Ils ne sont pas la propriété de l'entreprise. Un murmure plus fort parcourut la salle de bal. Solène baissa la main mais ne retira pas la bague. Quel genre de bêtise est-ce là, exigea Richard. Arthur regarda Éléonore avant de répondre. La propriétaire peut clarifier la situation si elle le souhaite. Pendant des années, Éléonore avait cru que la dignité consistait à ne pas répondre aux provocations. Elle avait ravalé les remarques de sa belle-mère, les histoires déformées dans la presse et l'indifférence croissante de son mari. Elle s'était dit que le silence préservait son mariage, les employés et l'héritage de Thérèse. Maintenant, elle comprenait que son silence n'avait fait qu'offrir à Richard une toile blanche sur laquelle il peignait sa propre grandeur. La femme qui s'était agenouillée sur le marbre existait toujours en elle, blessée et honteuse, mais elle ne contrôlait plus ses mouvements. Éléonore essuya une petite goutte de sang de son doigt écorché avec son pouce et marcha droit vers Solène. « Rends-moi la bague. » Solène leva le menton, cherchant le soutien de Richard. Elle ne bougea pas. Éléonore ne rompit pas le contact visuel. « Il t'a donné ce qui ne lui a jamais appartenu. » Richard fit un pas en avant. « Ça suffit. Tu es hors de toi. Rentre à la maison et nous en parlerons demain. » Éléonore faillit sourire face à cette éternelle stratégie. C'était toujours demain, toujours en privé, toujours loin des témoins. Elle se tourna vers son mari, lorsqu'elle parla, sa voix résonna dans toute la pièce sans avoir besoin de microphone. « Glisse la bague à son doigt, Richard, et je retirerai de cette pièce absolument tous les bijoux que tu prétends posséder. » Son visage se durcit. « Tu n'oserais pas faire ça. » Éléonore fixa les vitrines, reconnaissant dans chaque pièce les croquis qu'elle avait vus dans son enfance, les marques des artisans, les choix de sa mère. Puis elle regarda Arthur. « L'accord de garde stipule-t-il un retrait immédiat en cas d'utilisation non autorisée ?» Arthur répondit clairement, « C'est le cas, mademoiselle de Vigier. » Richard pâlit.
Éléonore ouvrit alors la petite pochette qu'elle portait, sortit son téléphone et composa le numéro indiqué sur le contrat. « Je m'appelle Éléonore de Vigier-Souvestre », dit-elle alors que des dizaines de caméras se tournaient vers elle. Code d'authentification Colibri A3. Je demande la suspension de l'autorisation d'exposition et le déclenchement du protocole de récupération de la collection. À l'autre bout du fil, une voix confirma son identité et demanda le mot de passe final. Éléonore regarda la bague à la main de Solène. « Thérèse », répondit-elle. Les lumières internes des vitrines s'éteignirent presque simultanément. Un carillon discret retentit près des portes latérales, et 4 agents d'assurance entrèrent dans la salle de bal, accompagnés de techniciens portant des gants blancs. Le maître de cérémonie abandonna la scène, totalement incertain de ce qu'il devait annoncer. Richard saisit le bras d'Éléonore, mais elle se dégagea avant que ses doigts ne puissent se serrer. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» siffla-t-il, consumé par une colère qu'il tentait désespérément de cacher aux caméras. Éléonore n'éleva pas la voix. « J'ai arrêté de te laisser appeler tiens ce que je ne faisais que te prêter. » Solène regarda les techniciens verrouiller les vitrines avec des scellés de sécurité, et pour la première fois, son sourire s'évanouit. L'un des agents s'approcha d'elle et lui demanda de lui remettre la bague, l'identifiant comme une pièce privée incluse dans le protocole. Solène couvrit sa main de l'autre. « Richard me l'a donnée. » L'agent vérifia sa tablette électronique et répondit « Monsieur Richard Souvestre ne figure pas sur la liste des propriétaires. » Éléonore regarda son mari réaliser, bien trop tard, que la soirée ne se terminerait pas par une photo triomphale. Elle se terminerait par la question même qu'il avait passé des années à éluder, qui exactement soutenait l'empire qu'il prétendait diriger. La première caisse de transport n'avait même pas quitté la salle de bal que Richard ordonna de verrouiller les portes latérales. Sa voix coupa les chuchotements avec l'autorité répétée de quelqu'un habitué à être obéi avant d'avoir à s'expliquer. Personne ne retire rien d'ici avant l'arrivée de l'équipe juridique du groupe, déclara-t-il, se plaçant devant les agents d'assurance. Le chef d'équipe répondit calmement que le protocole avait déjà été activé par la propriétaire, et que toute tentative d'entraver la récupération serait officiellement consignée. Richard ne sembla pas l'entendre. Ses yeux étaient fixés sur Éléonore, comme si la présence des techniciens, des journalistes et des invités allait simplement disparaître s'il parvenait à l'intimider suffisamment. « Tu vas annuler cet ordre immédiatement. » Éléonore remit son téléphone dans son sac. « Non. » Cette réponse courte le frappa plus fort qu'un cri. Solène restait en retrait de quelques pas, dissimulant contre son corps sa main ornée de la bague. L'éclat de l'émeraude s'échappait entre ses doigts, trahissant la pièce qu'elle refusait de rendre. Autour d'eux, les invités filmaient discrètement, et le gala de charité se transformait rapidement en le scandale mondain le plus commenté de la saison parisienne. Richard s'approcha d'Éléonore, baissant la voix pour que seuls les plus proches puissent l'entendre. Tu confonds une dispute conjugale avec le gagne-pain de centaines de personnes. Éléonore sentit la cruauté tapie dans cette phrase. Pendant des années, son mari avait utilisé les employés comme un moyen de pression chaque fois qu'il avait besoin de son argent, de ses contacts ou de son silence. C'est toi qui as confondu les biens de ma mère avec un accessoire pour ta maîtresse, répliqua-t-elle. Richard jeta un rapide coup d'œil aux caméras et força un sourire, essayant désespérément de retrouver l'apparence d'un homme raisonnable. Solène n'est pas ma maîtresse. C'est une cadre de l'entreprise, et elle a aidé à organiser cette soirée. Éléonore ne discuta pas. Elle n'avait plus besoin de se battre pour la vérité avec quelqu'un qui survivait en niant l'évidence. Richard fit signe à 2 agents de sécurité de l'hôtel et désigna sa femme. Emmenez Madame Souvestre dans un salon privé. Elle ne se sent pas bien. Les hommes hésitèrent. Arthur se plaça aux côtés d'Éléonore avant que quiconque ne pût avancer. Mademoiselle de Vigier est la gardienne légale des pièces. L'éloigner des lieux pendant la procédure pourrait compromettre la chaîne de garde. L'expression de Richard changea. Ce n'était plus seulement de la colère. Pour la première fois, il y avait de la terreur pure. Le maître de cérémonie reçut pour instruction d'annoncer une pause technique, mais Richard lui arracha le micro avant qu'il n'atteigne la scène.
arborant un sourire rigide, et informa la foule que le retrait des pièces faisait partie d'une vérification de sécurité temporaire et que la vente aux enchères reprendrait dans quelques minutes. Quelques mécènes applaudirent poliment. D'autres s'éloignèrent pour appeler leur conseiller juridique. Éléonore regarda son mari construire un tout nouveau mensonge sous les yeux de tous et réalisa qu'il croyait encore pouvoir gagner une guerre d'usure. Richard s'approcha d'elle après l'annonce et lui serra le bras juste au-dessus du coude. « Tu rentres à la maison » murmura-t-il. « Ne transforme pas un moment de jalousie en désastre financier. » Éléonore dégagea lentement son bras. Ce n'est pas la jalousie qui a déclenché le protocole. C'est l'utilisation non autorisée. Il serra la mâchoire. Alors, je l'autorise à nouveau. Éléonore jeta un coup d'œil vers la main de Solène, désormais cachée sous une petite pochette rouge. Quand la bague aura été restituée et que le président de l'entreprise aura reconnu devant les invités que le groupe ne possède aucun de ces bijoux, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Richard laissa échapper un court rire. Tu veux m'humilier ? Non, répondit Éléonore. Je veux que tu arrêtes de m'utiliser pour éviter de t'humilier toi-même. De l'autre côté de la pièce, Solène remarqua que les caméras la cherchaient toujours. Au lieu de reculer, elle redressa les épaules et adopta la posture d'une personne injustement entraînée dans une crise conjugale. Elle s'approcha d'une chroniqueuse mondaine bien connue et lui dit, sur un ton assez bas pour sembler confidentiel, qu'Éléonore souffrait d'instabilité émotionnelle depuis des mois. La journaliste ne publia rien sur le coup, mais l'enregistreur vocal de son téléphone resta allumé sur la table. Solène poursuivit en affirmant que Richard avait passé des années à couvrir sa femme et qu'après cette nuit, il pourrait enfin être contraint de prendre une décision définitive concernant son mariage. Certaines personnes reçoivent une vie extraordinaire et n'ont toujours aucune idée de la façon de l'assumer, commenta-t-elle, faisant un geste désinvolte de la main. La bague brilla sous les projecteurs. 2 photographes s'approchèrent. Solène ne posa pas explicitement, mais elle leva sa coupe de champagne avec juste assez de précision pour s'assurer que l'émeraude apparaisse sur chaque cliché. Par ce seul geste, elle se présentait comme la future nouvelle épouse de Richard, la cadre élégante qui se tiendrait à ses côtés pendant que l'épouse actuelle se retirerait en pleine dépression. Éléonore vit la scène de loin et ne ressentit aucune rage. Elle ressentit une clarté presque cruelle. Arthur guida Éléonore vers un petit local de soutien derrière la scène, où s'entassaient des cartons vides, des catalogues et du matériel de sonorisation. Le bruit de la salle de bal filtrait à travers les murs, étouffé, loin de tous les regards. Ses mains commencèrent enfin à trembler. Arthur posa un verre d'eau sur la table et n'essaya pas de la réconforter avec des platitudes inutiles. L'ordre de récupération était la bonne décision, dit-il. Éléonore prit une profonde inspiration. Bonne pour les bijoux, oui. Peut-être pas pour les gens qui travaillent dans l'entreprise. Il savait ce qu'elle voulait dire. L'événement avait été présenté aux créanciers comme la preuve du redressement de la marque, et les revenus projetés de la vente aux enchères devaient financer les contrats des ateliers sous-traitants. Sans cette vente, le conseil d'administration gèlerait les paiements, licencierait le personnel et fermerait les studios de création. Éléonore sentait le poids de ces familles qu'elle ne rencontrerait jamais. Richard va utiliser chaque emploi perdu contre moi, murmura-t-elle. Arthur répondit fermement, il utilise déjà ses emplois pour vous forcer à financer des décisions que vous n'avez pas prises. Éléonore ouvrit son téléphone et appela Béatrice Gauthier, l'avocate gérant la succession de Thérèse. Elle lui expliqua ce qui s'était passé sans cacher son hésitation. Je veux maintenir la suspension, mais j'ai besoin d'une alternative qui protège les travailleurs. Béatrice lui dit de ne rien signer et promit d'examiner immédiatement l'accord de prêt. Lorsqu'Éléonore revint dans le couloir, Richard l'attendait aux côtés de 2 avocats d'affaires. Aucun d'eux ne semblait à l'aise. Le plus âgé tenait un dossier ouvert et évitait de regarder le président. Richard adopta un ton plus contrôlé. Nous avons trouvé une solution. Tu annules l'ordre, l'événement continue, et demain nous annoncerons qu'il y a eu un malentendu avec la compagnie d'assurance. Éléonore demanda à voir le document. L'un des avocats lui remit une page rédigée à la hâte contenant une large autorisation d'utiliser les pièces pour une durée de 180 jours supplémentaires. Elle lut jusqu'au bout et lui rendit la page.
Cela permet au groupe d'offrir la collection en garantie. Richard répondit bien trop vite, c'est juste du jargon contractuel standard. Éléonore regarda les avocats. Standard pour quelqu'un qui prévoit de contracter un emprunt en utilisant les actifs de quelqu'un d'autre. Leur silence confirma ce que son mari s'efforçait d'éviter de dire, la collection n'était pas seulement une attraction pour la vente aux enchères. Richard avait prévu de l'associer à une manœuvre financière conçue pour maintenir l'entreprise à flot pendant encore quelques mois. « As-tu déjà négocié avec une banque ?» demanda-t-elle. Il jeta ses bras en l'air, impatient. « J'essaie de sauver le groupe. » Éléonore ressentit une vague de froid et d'indignation. Avec l'héritage que ma mère m'a laissé, sans m'en parler. Tout cela pendant que tu racontes à tout le monde que je suis incapable de comprendre les affaires. Richard perdit le contrôle. Tout ce que tu possèdes n'a de valeur que parce que le nom Souvestre l'a exposé aux yeux du marché. La phrase résonna bruyamment, atteignant le personnel et les invités qui s'attardaient près du couloir. Éléonore ne recula pas. Ces pièces avaient déjà de la valeur à l'époque où ta famille vendait des contrefaçons des dessins de Thérèse comme s'il s'agissait de vos propres créations. La tête de l'avocat le plus âgé se redressa, alarmé. Richard fit un pas en avant. Fais très attention à ce que tu insinues. Éléonore ne recula pas d'un pouce. Je dis que la collection a été prêtée pour un événement spécifique, pour une période déterminée, avec une interdiction expresse de cession, de gage ou d'utilisation institutionnelle en dehors de cette fonction caritative. Richard pointa le dossier du doigt. J'ai signé le contrat. Il sait ce qu'il permet. À cet instant précis, Béatrice apparut dans le couloir, accompagnée d'un assistant. Elle portait une copie notariée de l'accord et une expression qui ne laissait absolument aucune place à l'intimidation. « Vous l'avez signé, en effet, monsieur », déclara-t-elle en ouvrant le document devant lui, « mais il est tout à fait clair que vous n'avez pas lu l'annexe 4. » Richard lui arracha les pages des mains. Au bas de la dernière page figurait sa signature, griffonnée avec cette hâte arrogante qu'Éléonore ne connaissait que trop bien. L'annexe 4 établissait que toute présentation publique des pièces dépendait de la préservation de la paternité de l'œuvre, de l'identification de la propriétaire et d'une interdiction stricte de toute utilisation personnelle par des tiers. Si un seul bijou était retiré, offert, prêté ou porté sans l'autorisation directe d'Éléonore, l'accord de prêt prenait fin automatiquement. Il y avait également une clause de responsabilité. Tous les frais occasionnés par une récupération d'urgence seraient facturés au groupe Souvestre, représenté par le signataire, Richard Souvestre. Il relut la section 2 fois. On a mis ça là pour me piéger. Béatrice ne changea pas de ton, on l'a mis là pour empêcher exactement ce qui s'est produit ce soir. Richard regarda Éléonore comme s'il espérait y trouver de la culpabilité. Tu avais planifié ça ? Elle sentit l'accusation la transpercer, mais elle ne se laissa pas entraîner à jouer les victimes. J'avais planifié de protéger les bijoux. La personne qui a décidé d'en arracher un de ma main, c'est Solène. La personne qui a décidé de le mettre à son doigt, c'est toi. Béatrice ajouta que la suspension avait déjà été communiquée aux sponsors et à la maison de vente aux enchères. Pour annuler la procédure, Éléonore devrait émettre une toute nouvelle autorisation, en assumant à nouveau tous les risques. Richard referma brutalement le dossier. Alors, signe-la. Éléonore demanda quelques minutes. Elle retourna dans le local de soutien avec Béatrice et examina les chiffres que l'avocate lui présentait. L'impact immédiat serait brutal. La maison de vente facturerait des frais de pénalité, 2 sponsors risquaient de retirer leur contrat, et la banque qui négociait avec Richard annulerait presque certainement la ligne de crédit. Éléonore ressentit l'envie de céder, non pas pour lui, mais pour les couturières, les agents de sécurité, les tailleurs de pierres précieuses, les assistants et les vendeurs qui n'avaient rien à voir avec son humiliation. Béatrice le remarqua. Sauver les employés ne nécessite pas de remettre les pièces sous le contrôle de Richard, dit-elle. Nous pouvons maintenir la récupération et proposer un fonds d'urgence financé par la succession. Les paiements iraient directement aux ateliers, en contournant totalement les comptes de l'entreprise. Éléonore leva les yeux. C'était une solution viable, mais elle exigeait d'assumer publiquement l'ampleur de sa fortune, ce qu'elle avait évité de faire pendant des années.
Cela signifiait affronter la famille Souvestre, la presse et tous ceux qui se demanderaient pourquoi elle avait vécu effacée alors qu'elle possédait les ressources nécessaires pour dicter le destin de l'entreprise. Ma mère a passé sa vie à cacher son nom pour empêcher qu'on lui vole ses dessins. Béatrice, j'ai passé la mienne à cacher ce dont j'avais hérité pour empêcher les gens de dire que j'avais acheté mon mariage. Béatrice répondit, et malgré cela, ils ont dit bien pire. Dans la salle de bal, Solène s'était réfugiée devant un miroir près des toilettes. L'assurance qu'elle avait projetée pour les caméras commençait à se fissurer. Elle essaya de retirer la bague avant le retour des agents d'assurance, mais son doigt avait gonflé. Elle tourna délicatement la pièce et sentit une petite arête sur l'anneau intérieur. Elle tint sa main vers la lumière et vit la gravure, un colibri perché sur 2 lettres. Ce symbole éveilla un souvenir qu'elle ne parvenait pas tout à fait à situer. Durant son enfance, elle avait vu exactement ce même dessin sur une boîte en bois que son père avait conservée jusqu'après sa mort. La boîte avait disparu en même temps que les outils, les carnets de croquis et les reçus que sa mère avait vendus pour rembourser des dettes. Solène pressa son ongle contre la marque et sentit son cœur s'emballer. Un nom refit surface dans sa mémoire, craché lors de disputes nocturnes, Thérèse. Elle se précipita dans la salle de bal pour retrouver Éléonore, mais ne trouva que Richard, debout tout seul, flanqué de ses avocats. « Savais-tu que cette bague comporte un symbole de colibri » exigea-t-elle, le regard noir. « Pas maintenant, » répondit-il. Solène lui saisit le bras. Mon père avait ce symbole dans ses carnets de croquis. Richard se dégagea, agacé. Ton père réparait des bijoux pour la moitié de Paris. Cela ne veut rien dire. Avant que Solène ne pût répliquer, les projecteurs de la scène s'allumèrent. Le maître de cérémonie annonça que la vente aux enchères allait reprendre avec les lots disponibles, même si les vitrines centrales étaient déjà scellées. Richard monta sur scène dans une tentative désespérée de sauver la soirée, déclarant que le collier de diamants bleu-phare serait présenté exactement comme prévu. Les agents d'assurance échangèrent des regards. Éléonore entra dans la salle de bal, flanquée de Béatrice et d'Arthur qui tenaient une copie du contrat. Richard leva le marteau de cérémonie et adressa un brillant sourire au public. Le groupe Souvestre ne se laissera pas perturber par un malentendu privé. Éléonore réalisa qu'il allait faire l'impensable, il allait essayer de vendre aux enchères une pièce qui avait déjà été formellement retirée. Béatrice lui murmura à l'oreille, « S'il annonce le lot, la violation n'est plus seulement contractuelle. » Éléonore sentit le dernier vestige de son hésitation s'évanouir. Alors qu'un technicien se dirigeait vers la vitrine contenant le ras de cou en diamant bleu, elle transmit l'autorisation finale de verrouiller définitivement le catalogue de vente. À cette seconde précise, le système numérique de la maison de vente effaça toutes les valeurs de l'écran principal. Richard se tourna pour fixer le tableau vide. Éléonore comprit qu'en signant sans lire, son mari n'avait pas seulement abandonné le contrôle de la collection. Il avait fourni la preuve qu'il avait toujours su qu'elle en était la véritable propriétaire. L'écran de la vente aux enchères resta noir pendant plusieurs secondes, comme si le système lui-même refusait de se prêter à cette mascarade. Richard cliqua 2 fois sur sa télécommande, puis 3 fois, tandis que le maître de cérémonie feignait de vérifier auprès de l'équipe technique. Aucun chiffre ne réapparut. Le long des côtés de la pièce, les agents d'assurance commencèrent à faire rouler les caisses de transport scellées vers la sortie de service. Le grondement des roues sur le marbre résonnait plus fort que la musique en pause, marquant chaque mètre de distance entre le groupe Souvestre et les actifs qui soutenaient toute l'illusion de la soirée. Richard laissa tomber le marteau sur le pupitre et descendit de la scène en tempêtant. « Personne ne sort d'ici avec ces pièces », ordonna-t-il. Le chef de la sécurité de l'hôtel s'approcha, mais Béatrice lui remit immédiatement une copie de l'ordre de récupération et de la police d'assurance. Après avoir parcouru les premières lignes, le chef de la sécurité s'éloigna des agents d'assurance. Richard vit le geste et perdit son dernier rempart de contrôle. Je suis le président de l'entreprise qui a organisé cet événement. Arthur prit la parole, s'adressant à toute la salle, et Éléonore de Vigier est l'unique propriétaire de la collection que vous venez d'essayer de vendre aux enchères. La phrase résonna dans toute la salle de bal et rencontra des dizaines de téléphones portables déjà brandis bien haut.
Certains invités tournèrent immédiatement les yeux vers Éléonore, d'autres vers Richard, cherchant sur leur visage la confirmation qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, mais il ne restait plus aucune place pour un quelconque artifice de communication. Un journaliste financier se fraya un chemin vers Arthur et lui demanda si le groupe Souvestre possédait le moindre droit légal sur ces pièces. L'expert prit une inspiration avant de répondre. Le groupe a reçu une autorisation temporaire pour une exposition et une collecte de fonds caritative. Il n'a pas reçu la propriété, la possession permanente ou le pouvoir de vente. Richard tenta de lui couper la parole. C'est un prestataire externe. Il ne représente pas l'entreprise. Arthur se tourna directement vers les caméras. Je représente la succession de Thérèse de Vigier, et j'ai supervisé l'évaluation et la conservation de cette collection depuis plus de 20 ans. Éléonore sentit le nom de sa mère prendre une forme physique dans la pièce. Pendant longtemps, Thérèse n'avait existé que dans des boîtes fermées, des croquis non signés et des histoires racontées à voix basse. Maintenant, pour la première fois, sa présence n'était pas un souvenir privé, mais une vérité capable de démanteler un empire de fumée et de miroirs. Richard marcha vers Éléonore, arborant l'expression d'un homme qui n'essayait plus de sauver son mariage, mais seulement son emploi. « Tu as planifié ça pour me détruire. » Elle tint la copie du contrat contre son corps, sa main portant toujours l'écorchure rouge laissée par la bague. « J'ai préparé des clauses pour empêcher que mon héritage soit utilisé sans ma permission. » Il pointa du doigt les caisses de transport. Ces bijoux sont restés dans un coffre pendant des années. C'est le nom Souvestre qui leur a donné de la visibilité, de la sécurité, un marché. Éléonore répondit sans élever la voix, la collection était déjà répertoriée, évaluée et reconnue bien avant notre mariage. Ce que le nom Souvestre a fait, c'est se cacher derrière des phrases vagues pour se faire passer pour le propriétaire. Richard rit, mais il y avait une pure désespérance dans ce son. Tu m'as laissé faire. Pendant des années, tu as laissé tout le monde le croire. L'accusation frappa son point le plus faible. Éléonore ne pouvait le nier. Elle avait permis à son mari de présenter son aide comme sa propre puissance, croyant sincèrement que sa discrétion protégerait à la fois la mémoire de sa mère et l'entreprise. Au lieu de cela, elle avait nourri un mensonge qui se retournait désormais contre elle. Un reporter s'approcha et posa la question que Richard attendait. Si vous avez toujours été la propriétaire, pourquoi avez-vous permis au groupe Souvestre d'utiliser la collection comme élément de son image de marque? Toute la pièce sembla se tourner vers Éléonore. Béatrice tenta d'éloigner les journalistes, mais Éléonore leva la main. Elle en avait fini avec les réponses préemballées par les équipes de relations publiques. Parce que je croyais que préserver les emplois et maintenir les ateliers ouverts était plus important que de réclamer un crédit public, dit-elle. Parce que mon mari m'a convaincu que toute démonstration de ma propre richesse serait perçue comme de la vanité ou de l'ingérence, et parce que j'ai confondu la discrétion avec le silence. Le reporter insista, saviez-vous que l'entreprise traversait des difficultés financières? Éléonore hocha la tête. Je savais qu'il y avait des difficultés. Je ne savais pas que Richard avait l'intention d'utiliser les bijoux comme garantie, ni qu'il en ferait la publicité comme s'ils étaient sous le contrôle du groupe. Richard fit un bond en avant. C'est un mensonge. Béatrice ouvrit un dossier et en sortit l'annexe 4. Sa signature est juste ici, reconnaissant la propriété exclusive d'Éléonore de Vigier et les limites strictes d'utilisation. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Une copie du testament de Thérèse fut remise à Arthur, qui l'ouvrit sur une table basse. Le document actait le transfert complet de la collection à Éléonore, y compris les pièces finies, les croquis originaux, les moules et les archives de provenance. Il y avait également des certificats délivrés des années auparavant par des experts indépendants. L'un des sponsors demanda à les examiner. Quelques minutes plus tard, il s'éloigna de Richard sans même lui dire au revoir. La maison de vente aux enchères annonça officiellement la suspension des lots et informa la foule que toutes les offres reçues seraient annulées. Le principal investisseur de la soirée quitta la salle de bal, flanqué de 2 assistants. Richard regarda chaque départ comme une porte qui se fermait. « Tu es en train de tout ruiner pour une provocation », siffla-t-il à l'adresse d'Éléonore. Elle regarda Solène, qui gardait toujours sa main cachée. Ce n'était pas une provocation.
C'était le retrait physique d'une pièce par quelqu'un qui n'en avait pas l'autorisation, suivi d'une tentative publique de transfert de propriété. Solène leva la tête. Tu surréagis parce que tu ne supportes pas de perdre ton mari. Éléonore répondit, ce que tu as arraché de ma main n'était pas un symbole de mon mariage. C'était une partie de l'héritage de ma mère. Richard vient de prouver qu'il n'a jamais compris la différence. L'agent d'assurance revint pour réclamer à nouveau la bague. Solène refusa, amarrant que la pièce était coincée. Un employé de l'hôtel apporta de l'eau froide et du savon, mais elle repoussa le verre. Son doigt commençait à enfler, transformant son geste de triomphe en un inconfort visiblement douloureux. Arthur s'approcha et examina l'anneau sans la toucher. Ne forcez pas. La pièce comporte une gravure interne et ne doit pas être endommagée. Solène se figea. Quelle gravure ? Arthur hésita. Éléonore remarqua le changement sur son visage. Le symbole du colibri, répondit-elle. C'était la marque que Thérèse utilisait sur les dessins qui ne pouvaient pas circuler sous son vrai nom. Solène sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mon père avait ce symbole. La déclaration sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Arthur se tourna vers elle. Quel était son nom ? Richard tenta d'interrompre la conversation. Cela n'a rien à voir avec l'événement. Solène l'ignora complètement. Antoine Meunier. Pour la première fois de la soirée, Arthur perdit sa sérénité absolue. Ses yeux se posèrent sur la bague, puis revinrent sur Solène. Antoine a travaillé dans l'atelier de Thérèse pendant quelques années. Elle fit un pas en arrière. Il a travaillé pour elle ou il s'est fait voler son travail par elle ? Les murmures de la presse s'enflammèrent à nouveau. Éléonore regarda Arthur, stupéfaite. Elle n'avait jamais entendu le nom d'Antoine Meunier dans les récits de sa mère. L'expert répondit prudemment, votre père était un maître artisan joaillier de premier plan et a consigné une partie de la production technique. Il y a eu une enquête interne à la fin des années 90. Solène laissa échapper un rire amer nourri d'une vieille colère. Une enquête ? C'est comme ça que vous appelez ça quand on choisit un homme modeste pour porter le chapeau à la place d'une famille riche ? Arthur fronça les sourcils. Les sources ne se sont pas passées ainsi. Alors pourquoi mon père a-t-il tout perdu ? Demanda-t-elle, levant la main sur laquelle la bague était toujours prisonnière. Pourquoi a-t-il gardé des croquis comportant exactement ce même symbole ? Pourquoi passait-il ses nuits à hurler qu'il lui avait volé son nom ? Éléonore tenta de parler, mais Solène lui coupa la parole. Vous avez hérité d'une collection bâtie sur le silence de gens comme lui, et maintenant vous posez en victime parce que vous avez perdu une bague pendant 20 minutes. Sentant une opportunité, Richard se plaça aux côtés de Solène. Solène, ne dit plus rien sans preuve. Son souci n'était pas de la protéger. C'était d'empêcher que cette histoire ne contamine davantage l'entreprise. Arthur demanda à tout le monde de reculer. Il existe des documents concernant le cas d'Antoine. Ils doivent être examinés avant de lancer la moindre accusation. Solène le fusilla du regard. Où sont-ils ? Il expliqua qu'une partie des archives se trouvait dans l'ancien atelier de Thérèse, resté verrouillé depuis sa mort. Éléonore connaissait la propriété, une maison de ville sans prétention située à Montmartre, où sa mère avait travaillé pendant des décennies, mais elle supposait que les fichiers avaient été déplacés vers les espaces de stockage de la succession. Arthur expliqua que Thérèse avait conservé ses registres techniques dans une pièce scellée, et que son ouverture nécessitait la présence de l'héritière et d'un représentant légal. « Pourquoi personne ne me l'a dit ? Demanda Éléonore. L'homme plus âgé baissa les yeux. Votre mère a demandé à ce que cette pièce ne soit ouverte que si la provenance de la collection était contestée ou si le symbole était à nouveau lié à l'affaire Meunier. Solène serra la mâchoire. Pour elle, cette condition sonnait exactement comme un aveu. Elle savait que la vérité finirait par refaire surface un jour. Arthur répondit doucement, elle savait que quelqu'un pourrait la déformer. Alors que les derniers colliers étaient transportés, Richard reçut un appel du président du conseil d'administration et s'éloigna pour répondre. Sa voix, d'abord ferme, devint rapidement défensive.
Il expliqua qu'il s'agissait simplement d'un différend conjugal, que la propriété des pièces serait résolue et que l'événement pourrait être reprogrammé. La réponse à l'autre bout du fil fut longue. Lorsqu'il raccrocha, son visage était d'un blanc de craie. Le conseil d'administration avait convoqué une réunion d'urgence pour le lendemain matin. Outre le désastre de la vente aux enchères, il voulait tous les détails sur la ligne de crédit qu'il avait négociée en utilisant une collection que l'entreprise ne possédait pas réellement. Richard chercha Éléonore. « Tu dois publier une déclaration disant que j'ai agi de bonne foi. » Elle resta totalement silencieuse. « Si le conseil croit que je savais pour les conditions de propriété, ils vont voter mon éviction. » Éléonore brandit sa copie du contrat. « Tu as signé un document déclarant que tu savais. » Il la saisit par les épaules, pas assez fort pour lui laisser un bleu, mais assez désespérément pour l'effrayer. « Je signe des dizaines de choses chaque jour, tu le sais bien. » Éléonore se dégagea. « Cela a toujours été ton problème. Tu pensais n'avoir pas besoin de lire tout ce qui venait de moi. » En les observant, Solène réalisa que Richard était tout à fait prêt à faire d'elle un dommage collatéral. Quelques minutes plus tôt, il l'avait laissé arborer la bague comme une promesse publique de sa faveur. Maintenant, il ne lui demandait même pas si elle allait bien. Toute son attention était verrouillée sur Éléonore, sur les documents juridiques et sur son titre de PDG menacé. La rage que Solène ressentait envers l'épouse commença à se mêler à quelque chose de beaucoup plus inconfortable, la réalisation qu'elle avait peut-être été utilisée, elle aussi. Pourtant, le nom de son père résonnait fort dans sa tête. Elle ouvrit son téléphone et effectua des recherches dans les archives numérisées de l'industrie de la joaillerie. Elle trouva un court entrefilet concernant un vol d'or et de pierres précieuses chez un fournisseur lié à la famille Souvestre. Le coupable désigné était Antoine Meunier. L'article affirmait qu'il avait agi seul et qu'il avait disparu de l'industrie après le scandale. Solène lut le texte 2 fois. Sur une autre page, une vieille photographie montrait 3 personnes debout devant un établi de joaillier. Elle reconnut son père, beaucoup plus jeune, debout à côté de Thérèse de Vigier et d'Alexandre Souvestre, le père de Richard. Dans le coin inférieur d'un carnet de croquis posé sur la table, à peine visible, se trouvait le dessin du colibri. Elle enregistra l'image et l'envoya à un journaliste qu'elle connaissait depuis des années, en y joignant une seule phrase: « La collection d'Éléonore de Vigier pourrait avoir été bâtie sur du travail volé. » Le message fut distribué. Solène sentit le poids de ce qu'elle venait de faire, mais elle ne fit rien pour l'annuler. Elle avait besoin de croire qu'il y avait un lien direct entre la richesse d'Éléonore et la ruine de sa propre famille. C'était bien plus facile à accepter que d'admettre qu'elle avait passé des mois à se faire manipuler comme une idiote. Près de la sortie, un agent d'assurance réussit enfin à retirer la bague du doigt de Solène en utilisant un lubrifiant spécial. La peau était profondément marquée, et la sensation soudaine de vide lui parut plus lourde qu'elle ne l'aurait dû. L'agent plaça la pièce dans un écrin de velours séparé et demanda la signature d'Éléonore pour confirmer la réception. Elle tint la bague quelques secondes, observant l'émeraude que sa mère avait choisie. Puis, au lieu de la remettre à son doigt, elle referma brusquement l'écrin. « Emportez-la avec le reste des pièces, » lui dit-elle. Elle ne voulait pas la porter tant qu'elle pouvait encore être confondue avec la promesse d'un mariage qui venait de s'effondrer devant le monde entier. La dernière caisse de transport franchit les portes de la salle de bal juste avant minuit, emportant les bijoux avec elle. Les vitrines vides ressemblaient aux vestiges squelettiques d'un immense mensonge. Richard restait figé près de la scène, entouré de conseillers en communication qui ne savaient plus quoi promettre. Éléonore se dirigea vers la sortie aux côtés de Béatrice et d'Arthur, mais s'arrêta lorsqu'elle entendit Solène l'appeler. La directrice de la communication lui présenta la vieille photo sur l'écran de son téléphone. « C'est votre mère, et c'est le symbole gravé à l'intérieur de votre bague. » Éléonore étudia l'image, ressentant la première véritable fissure dans tout ce qu'elle pensait savoir. « Je n'ai jamais vu cette photographie. » Solène s'approcha d'un pas. « Mais vous allez en voir beaucoup d'autres. Et quand la presse découvrira d'où provient réellement votre collection, peut-être que personne ne vous verra plus comme la victime. » Arthur tenta d'intervenir, mais Éléonore leva la main. Sa peur n'était pas seulement que l'accusation soit fausse, sa peur était qu'elle contienne une part de vérité que sa mère avait cachée.
Solène rangea son téléphone et sortit par une autre porte. Quelques minutes plus tard, les premières alertes d'actualité commençaient à s'afficher sur les écrans des invités. De l'autre côté de la pièce, Richard réalisa que la chute de sa femme pourrait être sa toute dernière chance de rester debout. À 8 heures du matin, la façade étroite de l'ancien atelier de Thérèse de Vigy était complètement encerclée par les journalistes. La maison de ville de 2 étages, située dans une rue calme de Montmartre, semblait bien trop petite pour abriter des réponses capables de bouleverser les destins de 3 familles. Les fenêtres étaient restées closes depuis la mort de Thérèse, et la plaque de laiton près de la porte ne portait que l'image d'un colibri. Aucun nom commercial. Éléonore arriva accompagnée de Béatrice et d'Arthur. Elle n'avait pas dormi. Au cours de la nuit, les vidéos de l'humiliation lors de la vente aux enchères étaient devenues virales. Mais l'image qui circulait le plus vite n'était plus celle de Richard glissant la bague au doigt de Solène, c'était la photo vintage d'Antoine Meunier aux côtés de Thérèse et d'Alexandre Souvestre. Les chroniqueurs des matinales se demandaient déjà si Éléonore avait hérité d'un empire bâti sur des modèles volés. Solène arriva quelques minutes plus tard, seule, vêtue de vêtements simples. Elle semblait bien loin de la cadre triomphante de la veille. Richard se gara en dernier, flanqué de 2 avocats d'affaires. Éléonore lui barra le passage menant à la porte. Cette ouverture appartient à la succession. Il brandit son téléphone. Le conseil d'administration exige que je suive cela de près. Le nom de mon père est associé à un crime. Éléonore soutint son regard. C'est toi qui as transformé un différend privé en spectacle public. Maintenant, tu vas regarder la vérité écrire le scénario. La serrure principale céda après 3 tentatives. L'air à l'intérieur sentait le vieux bois, le métal et le tissu usé. Des établis s'alignaient dans la pièce d'entrée, recouverts de draps blancs jaunis par le temps. Sur les murs, des outils de précision étaient suspendus dans un ordre presque cérémoniel. Éléonore traversa l'espace lentement, reconnaissant des fragments de son enfance, un tabouret bas où elle s'asseyait pour dessiner des oiseaux pendant que sa mère travaillait, une lampe de bureau verte, la marque sombre d'une tasse de café sur une table d'appoint. Thérèse n'avait jamais expliqué pourquoi elle avait abandonné l'atelier sans vendre le bâtiment. Elle avait seulement dit que certaines portes devaient rester fermées jusqu'à ce que l'on soit prêt à les franchir. Arthur guida le groupe vers le fond, où une grande bibliothèque dissimulait une porte en acier renforcé. Béatrice présenta l'autorisation légale d'ouverture et commença à tout enregistrer avec son téléphone. La serrure n'avait pas de trou de clé traditionnel, juste une petite empreinte ovale. Arthur regarda Éléonore. Votre mère a dit que le dessin final ouvrirait les archives. Éléonore sortit de son écrin de velours la bague récupérée de la vente aux enchères. Sur le bord extérieur de l'anneau, juste en dessous de l'endroit où le colibri était gravé à l'intérieur, se trouvait une minuscule arête qu'elle n'avait jamais remarquée. Elle inséra la bague dans le mécanisme. Un déclic sec rompit le silence. La pièce cachée ne contenait pas de lingots d'or ni de diamants en vrac. Elle abritait des cartons d'archives, des registres reliés en cuir noir, des cassettes audio et des dizaines de moules en cire classés par date. Au centre, un bureau soutenait un coffre-fort bas et lourd portant le même symbole de colibri. Éléonore tourna la bague dans une petite cavité sur le cadran, et la lourde porte pivota. À l'intérieur se trouvait un dossier bleu étiqueté « Antoine Meunier ». Solène s'avança, mais s'arrêta avant de le toucher. Toute sa vie, elle avait entendu des versions fragmentées de l'histoire de son père. Sa mère affirmait qu'il était naïf, qu'il faisait confiance aux riches et qu'il avait fini par être accusé de vol à tort. Antoine lui-même évitait les détails. Dans ces dernières années, il murmurait seulement qu'un jour sa fille mettrait les pieds dans les pièces où les Souvestre s'imaginaient posséder le monde. Solène avait interprété ces mots comme un mandat de vengeance. Désormais, face au dossier préservé par Thérèse, elle était terrifiée à l'idée de découvrir qu'elle avait construit toute sa vie sur une demi-vérité. Béatrice ouvrit la première enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des reçus de livraison, des registres de poids de métaux, des photographies de lots de pierres précieuses et des copies carbone de lettres signées par Thérèse. Les documents prouvaient qu'Antoine n'était pas responsable des pierres disparues. C'était lui qui avait détecté les écarts dans l'inventaire et signalé les irrégularités à la direction.
Richard s'empara de l'une des lettres et reconnut la signature de son propre père au bas de la page. Alexandre Souvestre dirigeait à l'époque la société d'approvisionnement qui finançait une partie de la production de Thérèse. Dans des notes internes, Alexandre ordonnait que les pertes matérielles soient imputées à des erreurs d'atelier et exigeait le licenciement immédiat d'Antoine. Un autre document révélait qu'un cadre intermédiaire lié à la famille Souvestre avait détourné de l'or et des pierres précieuses pour les revendre sur le marché noir, modifiant les manifestes d'expédition avant que les colis ne parviennent aux établis des joailliers. Antoine avait découvert le stratagème, mais Alexandre craignait qu'une enquête pénale ne compromette les contrats internationaux et ne ternisse le nom de famille. Au lieu de dénoncer le cadre coupable, Alexandre avait autorisé le paiement d'une somme d'argent pour étouffer l'affaire et avait laissé les soupçons retomber entièrement sur l'artisan joaillier. Richard devint livide en lisant une note manuscrite de son père. Meunier n'a aucune influence et aucun moyen de se défendre. Le problème s'arrête avec lui. Solène lui arracha la page des mains. Ses yeux parcoururent la phrase une fois, puis une autre. C'était ta famille, dit-elle, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Richard bafouilla qu'il ne savait pas, qu'il n'était qu'un étudiant à l'époque où tout s'était produit. Elle leva les yeux, le regard brûlant. Savais-tu que ton père détruisait des gens pour protéger l'entreprise ? Peut-être que tu ne connaissais pas le nom de mon père, mais tu connaissais la méthode, n'est-ce pas ? Éléonore fouilla dans la boîte, cherchant désespérément la moindre trace de complicité de sa mère. Au lieu de cela, elle trouva des lettres de Thérèse exigeant qu'Alexandre rouvre l'enquête et blanchisse le nom d'Antoine. Il y avait des enveloppes retournées portant la mention « refusé », des comptes rendus de réunion et une cassette audio enregistrée quelques jours avant que le scandale n'éclate dans les journaux. Arthur inséra la cassette dans un vieil appareil posé sur le bureau. La voix de Thérèse emplit la pièce, tremblante mais résolue. Elle disait à Alexandre que les registres étaient falsifiés et qu'Antoine était innocent. La voix masculine qui répondit était empreinte de mépris. Alexandre lui dit que si elle insistait, elle perdrait ses financements, ses contrats et son droit de produire pour toute marque associée au Souvestre. Thérèse demanda s'il avait vraiment l'intention de sacrifier un homme de la classe ouvrière juste pour sauver un nom de famille. Alexandre répondit que les noms de famille soutenaient des empires, tandis que les hommes comme Antoine étaient remplaçables. Solène couvrit sa bouche de sa main. L'enregistrement continua de tourner. Thérèse promit de conserver les preuves jusqu'à ce qu'elle puisse les divulguer sans mettre en danger ses autres employés. Alexandre menaça nonchalamment de l'impliquer elle aussi dans le réseau de vol si elle le faisait. Puis retentit le bruit d'une porte qui claque. Le silence qui suivit sembla aspirer l'oxygène de la pièce. Éléonore ferma les yeux. Sa mère n'avait pas dépouillé Antoine, mais elle avait manqué de le sauver quand il en était encore temps. Elle avait protégé les documents, préservé la collection et tenté de construire un chemin futur vers la vérité. Mais elle avait accepté le silence pendant des années. Solène ne trouva aucun soulagement. L'innocence de Thérèse ne rendait pas à son père sa jeunesse. Elle n'effaçait pas la honte, et elle ne justifiait pas ce qu'elle avait fait à Éléonore lors de la vente aux enchères. Elle savait, accusa Solène. Votre mère savait, et elle a continué à travailler pour eux. Éléonore ne chercha pas à défendre sa mère immédiatement. C'était le choix facile qu'elle avait toujours fait, protéger les morts pour s'épargner la douleur des vivants. Oui, répondit doucement Éléonore. Elle a essayé de combattre Alexandre, puis elle a eu peur. Elle a enfermé les preuves dans un coffre au lieu de les remettre. Peut-être croyait-elle protéger ses employés. Peut-être protégeait-elle son propre travail. Aucune de ces raisons ne rend son nom à votre père. Solène fut stupéfaite par cette confession. Elle s'attendait à du déni, de l'arrogance ou une justification mielleuse. Éléonore poursuivit, « Je ne vais pas transformer ma mère en criminelle juste pour satisfaire votre colère. Mais je ne vais pas non plus en faire une héroïne pour protéger mon propre souvenir. » Richard intervint, arguant que des documents vieux de plusieurs décennies ne devaient pas être divulgués au public sans un audit d'entreprise. Béatrice répliqua que des copies seraient remises directement aux représentants légaux de la famille Meunier et aux autorités. « Cela va détruire l'héritage de mon père, » protesta Richard. Éléonore se tourna vers lui. « Ton père a détruit l'héritage d'Antoine à la seconde où il a décidé qu'un homme sans influence était remplaçable.
La vérité n'a pas commencé aujourd'hui. Un second registre contenait les croquis originaux de la collection, l'héritage du colibri. À côté de chaque pièce, le nom de Thérèse était inscrit comme créatrice aux côtés de celui d'Antoine comme maître joaillier responsable des techniques de montage, de soudure et de finition. Il ne s'agissait pas d'œuvres volées à un seul homme, ni des créations isolées d'une femme fortunée. Elles étaient le fruit d'une véritable collaboration que les contrats d'entreprise de l'époque avaient réduite à d'injustes hiérarchies. Sur une page proche du croquis de la bague d'émeraude, Thérèse avait écrit que la pièce devait rester avec Éléonore jusqu'au jour où sa fille comprendrait qu'hériter ne signifiait pas seulement posséder, mais réparer. Sous le texte figurait une instruction, utiliser l'arête de la bague pour ouvrir l'archive et publier tous les crédits. Éléonore passa ses doigts sur l'écriture de sa mère, ressentant la douleur vive d'un adieu différé. Arthur expliqua que Thérèse avait créé le symbole du colibri comme une marque collective pour les projets développés avec des artisans privés de reconnaissance publique. Son plan était de former une guilde indépendante, mais le scandale avait brisé l'équipe. Humilié, Antoine avait refusé tout contact ultérieur. Thérèse avait verrouillé la collection, estimant que la vendre sans attribuer les crédits reviendrait à répéter la même injustice. Richard sortit de la pièce pendant quelques minutes pour appeler sa mère. Il voulait l'entendre dire que les documents étaient faux, qu'Alexandre était la victime d'un coup monté, que tout pouvait s'expliquer. À l'autre bout du fil, le silence dura bien trop longtemps. Sa mère admit qu'elle connaissait des parties de l'histoire et que l'ancien conseil d'administration avait préféré ne pas rouvrir l'affaire parce que l'entreprise traversait une fusion délicate à l'époque. Richard raccrocha sans dire au revoir. Pour la première fois, il vit sa propre carrière comme une continuation directe des méthodes qu'il prétendait mépriser. Alexandre avait sacrifié Antoine pour préserver le groupe. Richard avait humilié Éléonore pour préserver son image de contrôle. Son père avait traité un homme comme remplaçable, lui avait traité sa femme comme un compte en banque et Solène comme un faire-valoir. Lorsqu'il revint dans la pièce secrète, il trouva Solène assise sur le sol, serrant contre elle la photo d'Antoine souriant aux côtés de Thérèse. Richard tenta de s'approcher. « Je ne savais pas. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais hier, tu savais que cette bague n'était pas la tienne. Tu l'as quand même enfoncée à mon doigt parce que tu avais besoin de la blesser, elle. » Il bafouilla qu'il avait perdu le contrôle. Solène laissa échapper un rire amer. « Non, tu avais tout à fait le contrôle. C'est précisément pour cela que tu l'as fait. » Avant midi, Éléonore prit sa décision. Elle réunit Béatrice, Arthur et Solène dans l'espace principal de l'atelier. Richard restait en retrait, écoutant. Éléonore annonça qu'elle suspendait toute vente commerciale de la collection jusqu'à ce que chaque crédit soit minutieusement vérifié. Une partie de la succession serait versée à une fiducie indépendante pour retrouver et indemniser les artisans touchés par les pratiques historiques du groupe Souvestre. Une autre partie financerait des formations techniques, une aide juridique et une reconnaissance publique pour les artisans joailliers indépendants. La fondation portera le nom de l'Institut Thérèse de Vigier et Antoine Meunier des Arts et Métiers, déclara-t-elle. Solène serra la photographie contre sa poitrine. « Essayez-vous d'acheter mon silence ? » « Non, » répondit Éléonore. « Votre silence a déjà coûté trop cher à votre famille. Vous êtes libre de remettre les dossiers à la presse, d'engager vos propres experts comptables et de me combattre sur chaque décision. La fiducie ne dépend pas de votre approbation, mais la réhabilitation du nom d'Antoine se fera avec votre participation, si vous l'acceptez. » Richard s'élança en avant. « Tu ne peux pas utiliser cette collection pour attaquer le groupe Souvestre. » Éléonore le regarda droit dans les yeux. « Je n'attaque pas le groupe. J'arrête de le laisser exister de la manière dont il a toujours existé. » Dehors, la foule des journalistes attendait une déclaration. Solène laissait son téléphone, observant les fichiers qu'elle avait envoyés la veille. Elle pouvait facilement ne publier que les pages compromettant Thérèse, préserver son propre ressentiment et dépeindre Éléonore comme l'héritière d'un vol massif. Ce serait si simple. Pendant des années, elle avait cru que gagner signifiait prendre la place des femmes qui la regardaient de haut. C'était pour cela qu'elle avait accepté l'amour clandestin de Richard, les chambres d'hôtel cachées et la promesse qu'un jour elle s'afficherait à son bras lors des galas.
Lorsqu'elle avait arraché la bague, elle pensait s'emparer du statut que le monde lui devait. Maintenant, elle réalisait que Richard n'avait jamais eu l'intention de lui donner du pouvoir. Il s'était simplement servi d'elle pour punir sa femme et nourrir son propre ego. Solène supprima le message en cours de rédaction. Elle en écrivit un nouveau, y joignant l'enregistrement audio complet, les registres d'inventaire et la note manuscrite d'Alexandre. Elle n'innocenta pas Thérèse, mais elle ne l'accusa pas de vol non plus. Elle écrivit qu'Antoine Meunier avait été piégé pour avoir dénoncé un réseau de contrebande d'entreprises protégées par le conseil d'administration du groupe Souvestre. En appuyant sur envoyer, elle sentit la vengeance dans sa poitrine commencer à céder la place à quelque chose de beaucoup plus lourd à porter, la responsabilité. Éléonore sortit de l'atelier et fit face aux caméras. Elle confirma seulement que les documents feraient l'objet d'une vérification indépendante, que le nom d'Antoine Meunier devait être réhabilité et que la collection ne reviendrait jamais sous le contrôle du groupe Souvestre. Richard tenta de la suivre sur les marches, mais Béatrice lui barra la route. La réunion d'urgence du conseil d'administration commence dans 40 minutes. Tu te souviens ? Il regarda Éléonore s'éloigner et réalisa qu'il n'existait pas une seule phrase dans la langue française capable de la ramener à son rôle d'épouse silencieuse. Solène s'arrêta près de lui une seconde. Elle détacha son badge d'identification d'entreprise et le déposa sur l'ancien établi de Thérèse. Je vais témoigner au sujet de la ligne de crédit, de la campagne de relations publiques qui a présenté les bijoux comme des actifs de l'entreprise, et de tout ce que tu m'as ordonné de dire à la presse. Richard la fixa, abasourdi. Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Elle ne manqua pas un battement. Tu as fait de moi une arme. Ma seule erreur a été de te laisser presser la détente. Lorsque Solène sortit, Richard resta entièrement seul au milieu des outils couverts de poussière. La bague reposait à côté du registre ouvert. Une phrase écrite par Thérèse semblait s'adresser directement à lui. Celui qui utilise la valeur d'un autre pour paraître plus grand finit seulement par révéler à quel point il est vide. La réunion d'urgence du conseil d'administration du groupe Souvestre se termina un peu avant midi, mais Richard quitta la salle de conférence avec l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il n'y eut pas de cris, seulement des votes enregistrés, des feuilles de calcul financières projetées sur un écran et des questions auxquelles il ne pouvait répondre sans contredire sa propre signature. Le conseil confirma que la ligne de crédit avait été fortement mobilisée en utilisant la collection d'Éléonore comme garantie implicite. Bien que les pièces n'appartiennent pas à l'entreprise, les cadres avaient vu les emails dans lesquels Richard ordonnait à l'équipe de relations publiques de présenter les archives comme le patrimoine Souvestre, occultant délibérément l'accord de prêt temporaire. Le témoignage de Solène fit l'effet d'une bombe encore plus dévastatrice. Elle admit officiellement avoir eu une relation intime avec le PDG tout en approuvant activement des campagnes de marketing, des contrats et des apparitions dans la presse conçues uniquement pour rehausser le profil personnel de celui-ci. Ce conflit d'intérêts ne pouvait plus être balayé d'un revers de main comme un simple commérage de tabloïd. À l'issue du vote, Richard fut déchu de son titre et interdit de représenter le groupe en attendant les résultats d'un audit complet. Son père avait bâti la famille sur le principe que certains hommes étaient remplaçables. Ce matin-là, le fils découvrit qu'on pouvait l'arracher à son fauteuil en cuir sans que le monde ne s'arrête de tourner. Richard retourna dans son penthouse du 16e arrondissement en début de soirée. Il trouva des placards ouverts, mais pas entièrement vides. Éléonore n'avait emporté que ses documents personnels, ses vêtements de tous les jours et les objets ayant appartenu à sa mère. Les photos de mariage étaient toujours sur les étagères, non par indécision, mais parce qu'elle refusait de transformer son départ en une scène mélodramatique. Sur la table de la salle à manger reposait une copie des documents de divorce et une courte lettre manuscrite. Éléonore y écrivait qu'elle ne plaiderait pas le divorce dans la presse, qu'elle ne se battrait pas pour des actifs qui ne lui appartenaient pas, et qu'elle n'accepterait absolument aucun règlement conditionné à son silence concernant les bijoux ou les pratiques historiques de l'entreprise. Richard lut la note 2 fois, puis l'appela. Éléonore répondit parce qu'elle n'avait plus peur de sa voix. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il. « Nous parlons. » La froideur absolue de la réponse le désarçonna. Il bafouilla qu'il avait perdu son emploi, que sa mère était malade de honte, que les médias le traitaient comme un criminel en col blanc, et que tout avait complètement échappé à son contrôle.
Éléonore resta silencieuse quelques secondes. Cela a échappé à ton contrôle parce que, pour la première fois, tu n'as pas pu en dissimuler les conséquences. Il laissa échapper qu'il l'aimait toujours. Tu aimais la sécurité que je t'apportais pendant que tu prétendais être celui qui l'assurait, répondit-elle. Dans les jours qui suivirent, l'enquête sur l'affaire Antoine Meunier progressa grâce aux documents d'archives de Thérèse. La prescription empêcha toute poursuite pénale contre les dirigeants survivants, mais les réparations civiles et historiques commencèrent à prendre forme. Le groupe Souvestre fut contraint de publier un communiqué reconnaissant que l'ancienne direction avait laissé un employé être accusé sans preuve d'irrégularité qu'il avait lui-même tenté de dénoncer. Le jargon des relations publiques de l'entreprise n'effaçait pas des décennies d'humiliation, mais il retirait officiellement le nom d'Antoine du récit de vol qu'il avait suivi jusqu'à sa tombe. Solène se présenta à la conférence de presse sans vêtements de créateur et sans maquillage. Elle s'assit devant les caméras à côté de sa mère, qui serrait une vieille photo de son défunt mari. Lorsqu'un journaliste l'interrogea sur Éléonore, Solène ne chercha pas à atténuer ce qu'elle avait fait. Je l'ai humiliée parce que je voulais croire que les souffrances de ma famille me donnaient un droit gratuit de blesser quelqu'un d'autre, déclara-t-elle. J'ai également accepté d'être la maîtresse d'un PDG marié parce que j'ai confondu un secret honteux avec du pouvoir réel. Aucune injustice faite à mon père ne rend ses choix moins coupables. Sa mère pleura en silence pour la première fois. Solène ne chercha pas le regard de Richard, pas plus qu'elle ne tenta de manipuler les retombées pour sauver sa propre réputation. Éléonore regarda la diffusion depuis l'atelier de Montmartre où des archivistes répertoriaient les carnets, les moules en cire et les outils. Lorsque Solène eut terminé, Arthur demanda si Éléonore prévoyait d'émettre une réponse publique. Pas aujourd'hui, dit Éléonore. Les excuses appartiennent d'abord à sa famille. Il y avait encore de la rancœur et aucun communiqué de presse n'allait magiquement transformer la violence de la vente aux enchères en amitié. Malgré cela, Éléonore envoya à Solène une copie numérique de chaque registre technique mentionnant Antoine, y compris les croquis où Thérèse créditait explicitement ses contributions. Elle ne demanda pas de remerciements. Quelques jours plus tard, elle reçut un court message, « Mon père aurait vérifié 2 fois chaque mesure avant d'accepter la moindre reconnaissance. Merci de ne pas avoir caché ses failles, ni celles de votre mère. » Éléonore le lut et rangea son téléphone. La guérison commença ainsi, non pas comme une réconciliation sentimentale, mais comme un refus mutuel de continuer à falsifier le passé. L'Institut fut officiellement lancé avec un conseil d'administration indépendant, une surveillance externe et des sièges réservés aux représentants des ateliers indépendants. Il fut baptisé l'Institut de Vigier-Meunier des Arts et Métiers. Malgré la vive résistance des anciens actionnaires de Souvestre qui voulaient enterrer le scandale, l'Institut alla de l'avant. Richard chercha à revoir Éléonore 3 semaines plus tard dans un café calme de Saint-Germain-des-Prés, près du cabinet de Béatrice. Il arriva sans chauffeur, sans assistant et sans la lourde montre en platine qu'il aimait exhiber lors des réunions du conseil. Il semblait physiquement plus petit en dehors des espaces d'entreprise qui le traitaient comme un roi. Éléonore n'avait accepté la rencontre que pour finaliser les aspects logistiques du divorce. Il posa un dossier de règlement financier sur la table et commença immédiatement à lui expliquer qu'il ne contesterait pas sa propriété de la collection. Je n'aurais jamais dû laisser Solène toucher à cette bague, dit-il. Éléonore remua son café sans le boire. Tu ne l'as pas laissé faire. Tu as activement participé. Richard hocha lentement la tête, comme s'il comprenait enfin la différence. Il lui dit qu'il commençait une thérapie, qu'il avait remis aux auditeurs internes de l'entreprise des notes détaillant les anciennes pratiques de son père, et qu'il liquidait ses propres actions pour couvrir les lourdes pénalités déclenchées par le désastre de la vente aux enchères. Éléonore reconnut l'effort, mais elle ne lui offrit pas l'absolution. Changer parce qu'on a tout perdu reste un changement, dit-elle. Mais cela n'efface pas ce que tu as fait. Il leva les yeux, le regard rougi. N'y a-t-il vraiment plus aucune chance pour nous ? Éléonore plongea la main dans son sac, en sortit l'alliance en or simple qu'elle gardait au bout d'une chaîne, et la posa doucement sur son dossier. Il y a une chance pour que tu deviennes quelqu'un qui n'a pas besoin d'écraser les autres pour se sentir entier, mais cette chance ne dépend pas de mon retour. Richard ramassa l'alliance, la faisant rouler entre ses doigts. Il n'essaya pas de la repousser de l'autre côté de la table.
Pour la première fois, il accepta une limite sans tenter d'en faire une négociation. Je pensais que tu restais silencieuse parce que tu avais besoin de moi, avoua-t-il. Éléonore prit une profonde inspiration. Je restais silencieuse parce que j'avais terrifié à l'idée de découvrir qui tu deviendrais si je parlais. La phrase les blessa tous les deux. Il lui demanda si elle avait jamais été heureuse. Éléonore ne mentit pas. Elle dit oui, surtout les premières années, lorsqu'elle croyait encore que son ambition pouvait coexister avec une tendresse réelle. Elle se souvenait des week-ends à Deauville, des déjeuners paresseux du dimanche et des nuits où Richard s'asseyait pour faire la lecture à Thérèse à l'hôpital. La tragédie n'est pas que tout était faux, dit-elle. La tragédie est que tu t'es servi des moments réels pour exiger que je tolère ce qui est venu après. Richard baissa la tête. Il n'y eut pas de supplication théâtrale, pas de genoux à terre, pas de promesse grandiose de la reconquérir, juste la douloureuse prise de conscience tardive que le remords n'est pas une monnaie permettant de racheter son ancienne vie. Lorsqu'ils sortirent du café, ils tournèrent dans des directions opposées. Éléonore ne ressentit aucun triomphe. Elle ressentit simplement de l'espace. Au cours des mois suivants, l'ancien atelier de Montmartre fut restauré sans que l'on efface les marques du temps. Les établis d'origine de Thérèse restèrent exactement aux mêmes endroits, mais de nouveaux postes de travail furent aménagés pour les apprentis. Des artisans des quartiers périphériques, des élèves d'écoles professionnelles et des femmes travaillant au noir dans le quartier de la joaillerie commencèrent à assister à des cours gratuits de dessin, de taille de gemmes et de gestion de petites entreprises. Arthur prit la direction de la conservation historique. Solène, après avoir officiellement rompu tout lien avec le groupe Souvestre, aida à organiser les archives d'Antoine. On ne lui confia pas de titre de direction ronflant, et elle n'utilisa pas l'Institut pour blanchir sa propre réputation. Elle passa des semaines à numériser des registres et à interroger d'anciens collègues de son père. Entre elle et Éléonore s'établit un respect prudent, progressif. Parfois, elle partageait la même table pendant des heures sans mentionner la vente aux enchères. D'autres fois, un souvenir lointain rendait l'atmosphère lourde. Aucune ne prétendait que le passé n'avait pas existé. La différence était qu'elles ne l'utilisaient plus comme une arme l'une contre l'autre. La collection, l'héritage du colibri, resta hors du marché pendant près d'1 an. Chaque pièce fut répertoriée à nouveau, listant les noms des artisans impliqués dans sa création et détaillant les techniques spécifiques employées. L'Institut décida de présenter les archives lors d'une exposition publique, sans vente aux enchères et sans lien exclusif avec une quelconque dynastie d'entreprises. Le gala eut lieu au Musée des Arts Décoratifs de Paris, l'intégralité de la billetterie finançant des bourses pour les futurs apprentis. Lors de la soirée d'ouverture, Éléonore arriva sans nom d'épouse imprimé sur les invitations. Pour la première fois, elle fut annoncée simplement sous le nom d'Éléonore de Vigier, héritière, conservatrice et fondatrice de l'Institut. Elle n'était pas couverte de diamants. Elle portait de simples boucles d'oreilles en argent façonnées par un étudiant de première année. En traversant la salle, elle vit des PDG, des journalistes, des artisans joailliers et d'anciens employés de Souvestre se mêler tous dans le même espace. Aucun cordon VIP ne séparait les milliardaires des artisans. Cette décision agaçait quelques invités de la haute société, mais Éléonore refusa de modifier l'agencement de la salle. Au centre exact de l'exposition, abritée dans une petite vitrine en verre, reposait la bague d'émeraude. La pièce avait été nettoyée et polie, et la gravure interne du colibri était visible grâce à une projection agrandie sur le mur adjacent. Le texte explicatif précisait que Thérèse de Vigier l'avait conçu pour Éléonore, qu'Antoine Meunier en avait conçu le mécanisme de fermoir invisible, et que la pièce elle-même avait servi, des décennies plus tard, de clé physique pour déverrouiller les archives et révéler leur collaboration. On n'y mentionnait pas Solène l'arrachant. On n'y mentionnait pas Richard la lui imposant de force au doigt. Éléonore choisit de ne pas transformer l'exposition en un monument à son propre traumatisme. L'histoire de la bague serait plus grande que le pire moment de la femme qui la possédait. Pourtant, en observant l'anneau d'or sous la lumière crue du musée, elle se souvint du sol de marbre froid, des flashs aveuglants des appareils photo et de la voix de son mari lui ordonnant de se relever. La différence était que ce souvenir ne lui coupait plus le souffle. Solène s'approcha d'elle, tenant une petite boîte en carton.
À l'intérieur se trouvait le badge en plastique rouge de directrice de la communication qu'elle portait le soir de la vente aux enchères. J'ai pensé à le jeter dans la Seine, dit Solène. Mais il a peut-être sa place dans les archives, sous l'étiquette du marketing d'entreprise. Éléonore regarda la carte en plastique. Gardez-le. Tout n'a pas besoin de finir dans une vitrine de musée. Solène hocha la tête, puis observa la bague dans sa vitrine. Je voulais tellement cet objet parce que je pensais que le posséder prouvait que j'avais enfin triomphé de vous. Éléonore répondit doucement, et je l'ai portée pendant des années parce que je pensais que la garder au doigt prouvait que mon mariage avait encore un sens. Elles restèrent immobiles, côte à côte, en silence pendant un instant. Puis Solène laissa échapper un soupir. En fin de compte, ce n'était qu'un bijou. Éléonore regarda le colibri géant sur le mur. Non, c'était du travail, de la mémoire et des choix. C'est juste que ce n'était pas ce que nous essayions de forcer à être. Solène offrit un sourire triste et retourna vers sa mère, qui discutait avec l'un des vieux compagnons de la guilde d'Antoine. Vers la fin de la soirée, Éléonore monta sur la petite scène pour remercier les participants. Elle ne fit pas de discours enflammés sur la vengeance, le triomphe des épreuves ou la victoire finale. Elle parla des travailleurs dont les noms disparaissaient des registres d'entreprise, des femmes qui gardaient les héritages dans un silence total, et des héritiers qui devaient comprendre qu'hériter d'une fortune signifiait répondre de la manière dont elle avait été bâtie. À la fin, elle dit simplement, « Pendant longtemps, j'ai cru que préserver la paix signifiait ravaler ce qui faisait mal. Aujourd'hui, je sais que le silence et la dignité ne sont pas la même chose. » Les applaudissements commencèrent avec les élèves de l'Institut et se propagèrent à toute la salle. Arthur, assis au premier rang, essuya ses yeux. Béatrice sourit fièrement depuis le fond, sans éprouver le besoin de se frayer un chemin vers l'avant. Richard suivit la cérémonie du milieu de la foule. Il avait été invité en tant qu'ancien actionnaire ayant coopéré à l'audit financier, et non en tant qu'époux ou invité d'honneur. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers la pièce, il lui adressa un hochement de tête lent et respectueux. Éléonore lui rendit son geste, puis se tourna de nouveau vers le public. Bien plus tard, après que la foule se fut dispersée dans les rues de Paris, elle marcha seule parmi les vitrines. Elle s'arrêta devant la bague et posa la paume contre le verre frais. Elle n'avait aucun désir de l'emporter chez elle, ni de la remettre un jour à son doigt. Présentée-là, enfin accompagnée de ses véritables crédits, elle servait un dessin bien plus honnête. Éléonore éteignit les lumières de la galerie une à une, observant l'émeraude perdre son éclat artificiel pour redevenir une forme sombre et tranquille au centre de la pièce. Pendant des années, elle avait cru que la valeur se définissait par ce que les autres reconnaissaient, protégeaient ou voulaient désespérément posséder. Richard avait besoin de l'exhiber. Solène avait tenté de la voler. Thérèse l'avait cachée. Éléonore avait enfin appris à ne confondre aucun de ses choix avec sa propre valeur. Elle verrouilla les lourdes portes du musée, respira l'air frais de la nuit parisienne et s'éloigna sans se retourner. Non pas parce que le passé était entièrement réparé, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de passer sa vie à genoux devant lui.